Amoureux des arts et des sciences, ceci est une invitation à une curiosité passionnée. Je m'appelle Julien Pruzès, je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux de la création d'images. Voici aujourd'hui un essai sur les contrastes au sein des masses d'une image. La photographie est un art visuel. Ainsi, l'étude de la photographie ne peut être complète qu'en s'intégrant à une étude plus globale, celle de l'image. De la peinture au cinéma, du graphisme à la photographie, le dessin est commun, la création d'une image jouant subtilement avec les lois de perception de la vision humaine. L'essai que je vous invite à suivre va nous permettre de découvrir le rôle insoupçonné du contraste au sein des masses de l'image. Le contraste semble être un concept aisé, un terme, un outil que nous utilisons quotidiennement. Mais en avons-nous une parfaite compréhension ? L'utilisons-nous vraiment à bon escient? Alors revenons à sa définition première. Le contraste est une différence entre deux éléments. Et dans une image numérique, le pixel est l'élément indivisible, porteur uniquement d'une information de couleur, elle-même définie par une valeur de teinte, une valeur de saturation et une valeur de luminosité. Ainsi, le contraste représente une différence de teinte, de saturation et de luminosité entre deux pixels ou une différence moyenne de ces mêmes valeurs entre deux groupes de pixels. Augmenter le contraste crée une différence plus grande, le réduire une différence plus petite. Et du contraste, l'œil en est boulimique, car ce dernier n'est pas attiré par la lumière comme il est communément pensé, mais bien par le contraste, et ce de manière addictive. N'avez-vous jamais remarqué le contraste exacerbé au détriment de la beauté des téléviseurs en magasin afin d'attirer le chaland, tel le miel et les abeilles? Alors, à la lecture d'une image, l'œil s'y promène dans le sens décroissant du contraste des masses. Autrement dit, l'œil lira en premier la masse la plus contrastée de l'image et en dernier, celle la moins contrastée. Ainsi, nous définissons le contraste comme une force d'attraction visuelle fondamentale. Comme nous définirions le volume sonore comme une force d'attraction auditive fondamentale. Le contraste nous aide à voir, le volume sonore nous aide à entendre. Le contraste serait alors l'analogie du volume sonore dans une image. Alors, imaginons-nous un instant chef d'orchestre, dirigeant un ensemble symphonique composé d'instruments à cordes, d'instruments à vent, de percussions, d'un piano. Et laissons libre à chacun de jouer à un niveau sonore maximal. Je vous laisse imaginer la cacophonie. Le rôle majeur du maestro est de choisir le niveau sonore de chaque instrument, afin de créer une hiérarchie, un mélange harmonieux, un tout agréable. Ainsi, notre rôle dans une image est de choisir les contrastes au sein de chaque masse, afin de créer une hiérarchie, un sens de lecture et un tout harmonieux. Car une image où toute masse aurait un contraste maximal sera difficilement lisible, sans sens de lecture, l'œil ne sachant quoi privilégier. Chaque masse aura un contraste propre. Chaque contraste au sein des masses sera différent. Alors, nous découvrons le concept original du contraste des masses. Si je souhaite moins entendre un instrument, je baisse son volume sonore. Si je souhaite moins voir une masse, je lui baisse son contraste. N'avez-vous jamais remarqué qu'un visage à contraste modéré, photographié contre un fond à forte structure, à fort contraste, rendait l'image désagréable, illisible? La masse d'arrière-plan prenant le pas sur la masse de premier plan? L'arrière-plan criant plus fort que le premier plan? L'œil est un parfait comparateur, mais un piètre analyseur. De ce fait, il existe une surprenante relativité du contraste. Si tous les contrastes sont forts, aucun contraste n'est réellement perçu fort. De la même manière, si tout le monde crie, personne ne crie. Si tout le monde chuchote, personne ne chuchote. Un contraste fort, opposé à un contraste faible, sera ainsi perçu relativement encore plus fort que s'il est opposé à un contraste fort. De la même manière, si une personne crie alors que tout le monde chuchote, elle sera relativement perçue comme criant plus fort que si tout le monde crie. C'est de la magie. Mais revenons à notre orchestre symphonique. Lors du solo de piano, ce dernier ne joue pas forcément plus fort pour attirer l'attention. Parce que les autres instruments se mettent à jouer plus doucement, il se crée une nouvelle sensation d'attraction offrant
un rôle principal au piano. Ainsi, dans la création d'une image, ce n'est pas forcément toujours la masse que nous souhaitons mieux voir qu'il faut contraster, mais souvent les masses adjacentes qu'il faut décontraster. Dans l'exemple d'un visage où nous souhaiterions faire ressortir le regard, il nous serait préférable de réduire le contraste de la peau adjacente que d'augmenter un contraste des yeux déjà fortement contrasté par le blanc de l'œil et le noir de sa pupille. Dans un exemple plus avancé, une image peut s'harmoniser seulement en supprimant les réflexions spéculaires d'une masse qu'à la base nous invitions à chuchoter. Les réflexions spéculaires, se présentant comme de petits groupes de pixels blancs, peuvent à elles seules immédiatement faire grimper le contraste perçu. Une grande manipulatrice d'images a l'habitude de dire « il faut kill les specs ». Que nous raconte alors cet essai ? Mon intuition est que la maîtrise des contrastes est un des grands secrets de la manipulation de l'image. Au-delà du choix subtil des contrastes par masse, un levier insoupçonné naît de la manipulation du contraste des contrastes. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de notre amour pour les portraits à faible profondeur de champ ? Serait-ce pour l'esthétisme du flou d'arrière-plan ? Ou serait-ce parce que, comme vu dans le premier épisode, le flou décontraste ? Amoureux des arts et des sciences, à très bientôt et n'oubliez pas, le merveilleux se cache dans les détails.